Salut, bienvenue dans le second cours sur la neuropsycho. Aujourd'hui, on parle du cortex cérébral. Allez, c'est parti. Donc, on va se focaliser sur l'image à droite en haut de la diapositive. Donc, pour rappel, le cerveau, on peut le diviser en trois grandes parties. Donc, le cervelet ou le cerveau reptilien en orange, le système limbique en jaune et le cortex qui est la partie la plus externe du cerveau. Donc le cortex, il va être, très important car, c'est là qu'on va retrouver les fonctions cognitives les plus élevées. Donc c'est vraiment, une zone, clé du cerveau. Alors, avant qu'on continue, je vais rappeler quelques petits faits sur le cerveau humain et sur le corps en général. Un cerveau humain, c'est environ 1,4 kg, soit 2,3 du poids total d'un être humain. Chez les enfants, ça peut être plus parce que les enfants en général ont un petit corps avec une grosse tête. Mais globalement, il faut bien noter qu'ils consomment énormément d'énergie. Chez un adulte, ça va être environ 23 de l'énergie qui est consommée alors qu'il ne pèse que 2,3 du corps, donc c'est énorme. Et chez un enfant, ça peut consommer jusqu'à 70 voire plus de l'énergie. Il faut savoir qu'un nouveau-né, ça crée énormément de nouvelles connexions neuronales, jusqu'à 500 000 par minute pendant les premiers mois de la vie. C'est vraiment énorme. Un composant essentiel du cerveau, c'est bien évidemment le neurone. Des neurones, ce sont des cellules, on en a environ 100 milliards dans notre cerveau, mais pas que. Des neurones, en fait, on en a dans tout notre corps. Par exemple, on a des neurones au niveau de nos systèmes digestifs, autour de nos intestins, environ 500 millions. On en a dans notre corps, 40 000. Et bien évidemment, on a des neurones qui longent toute notre colonne vertébrale et qui nous permettent, d'avoir, des sensations de tout notre corps et de contrôler nos bras, nos jambes, d'avoir des sensations qui viennent de notre peau partout sur notre corps et cetera. Donc le système nerveux, il est présent dans tout notre corps et le cerveau, on va l'appeler en fait le système nerveux central. Tandis que tous les réseaux neuronaux qui sont dans notre corps, en dehors de notre cerveau, on va l'appeler le système nerveux périphérique. Ce qu'il est important de savoir, c'est que notre système nerveux, il a 2 réseaux neuronaux, qui vont, servir à réguler l'état de stress. Il y a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, il va être utile lorsqu'on est dans une situation de danger. C'est lui qui va nous faire suer, qui va nous mettre dans un état de stress, on va avoir les poils qui s'irritent. Donc il s'agit en fait d'un mécanisme de protection, assez archaïque. Le système nerveux parasympathique, lui, c'est tout un système qui, nous permet de nous calmer une fois qu'on n'est plus dans une situation de stress. Par exemple, si on est en sécurité et qu'il est l'heure d'aller dormir, c'est notre système nerveux parasympathique qui va nous servir à nous calmer. Alors notre, cortex cérébral, donc la partie extérieure du cerveau, est composé de différents lobes. Les lobes, ils vont être, séparés notamment par des sillons. On peut voir sur l'image là, vous avez par exemple, entre le lobe, frontal et le lobe pariétal en jaune, il y a le sillon central. C'est simplement une sorte de petit bourrelet, on va dire on va dire ça comme ça, de petit bourrelet, de matière. Donc c'est une sorte de renfoncement, en fait. Il est important de noter que les lobes de notre cerveau, ils sont en fait spécialisés. C'est-à-dire que il va y avoir des fonctions cognitives bien spécifiques qui vont être associées à chaque lobe de façon plus ou moins importante. Il y a en fait une spécialisation des fonctions cognitives en fonction des régions du cerveau. Le premier lobe que l'on va voir, c'est le lobe frontal. Le lobe frontal, il est extrêmement important parce que c'est le siège, des fonctions exécutives et notamment, de tout ce qui est raisonnement, planification et prise de décision. Donc c'est vraiment le lobe frontal, le centre stratégique de notre cerveau. Quand on a des problèmes à régler, c'est principalement notre lobe frontal qui va s'activer. Il est aussi impliqué dans le maintien de l'attention. Donc si vous êtes en classe ou en réunion et que quelqu'un parle et que vous êtes attentif, c'est parce que le lobe frontal a la capacité de vous maintenir
focus et attentif sur une personne. Il va aussi être, très important pour la flexibilité, l'adaptation à l'environnement, mais aussi pour la mémoire. Le lobe frontal, il va être, impliqué dans un processus très important aussi qui est l'inhibition. L'inhibition, c'est quoi? C'est la capacité que va avoir cette partie du cerveau à arrêter des signaux neuronaux qui viennent d'autres parties. On va voir plus tard dans ce cours, mais les neurones ont une capacité soit d'excitation, soit d'inhibition. Un neurone peut soit exciter le neurone suivant qui lui est accroché, soit il peut au contraire calmer et faire en sorte que l'influx électrique ne se transmette pas. Et donc le lobe frontal, il va avoir recours à ces mécanismes-là. Un exemple concret, c'est si on vous embête, ça fait 1 heure qu'une personne vous embête, vous commencez à en avoir marre, vous avez envie de la frapper, mais votre lobe frontal va être capable d'inhiber ça et vous allez être capable de vous contenir pour ne pas avoir de problème par la suite. C'est ça l'inhibition, c'est la capacité de s'empêcher de faire quelque chose. Étant donné que le lobe frontal, il est actif dans la prise de décision et dans l'initiation de l'activité, c'est lui qui va déclencher si vous allez faire une action ou au contraire si vous allez vous empêcher de faire une action. Le lobe frontal, on va le voir notamment la partie entre le lobe frontal et le lobe pariétal en jaune, est également active dans le contrôle moteur et visuomoteur. Donc c'est lui qui vous permet de bouger vos yeux, de suivre des objets du regard, de bouger votre corps, et cetera. Passons maintenant au lobe pariétal qui se trouve sur le dessus de votre crâne vers l'arrière. Lui, il est impliqué dans la perception de l'espace et dans l'attention notamment. Donc il va avoir, un rôle, très important dans l'intégration des informations sensorielles, comme le toucher, la vision, un petit peu, mais, aussi un peu dans l'audition. Donc le lobe pariétal, il va avoir, ce rôle, sensoriel, mais il va être aussi impliqué dans la conscience spatiale. C'est-à-dire la capacité qu'ont les êtres humains de comprendre la taille de leur corps, où est-ce que leur corps se trouve, afin de ne pas foncer dans les meubles et d'être assez «habile» entre guillemets. On entend souvent, l'expression, «un éléphant dans un magasin de porcelaine». Typiquement, un éléphant, ça n'a pas une, conscience spatiale très développée, donc si vous le mettez dans un lieu, avec des objets qui cassent, il va foncer dans tout et il va pas être capable d'être très habile avec son corps. Donc la conscience spatiale, c'est vraiment ça, c'est la capacité de comprendre quelle place, son corps, prend dans l'environnement, de savoir que si on étend les bras ou qu'on bouge les bras alors qu'il y a des objets à proximité, on pourrait éventuellement les renverser. C'est vraiment ça la conscience spatiale. Le lobe pariétal est également, impliqué dans la coordination des mouvements, donc vous voyez que c'est lié. Il va aussi, de façon plus globale, s'occuper de l'intégration multisensorielle, c'est-à-dire d'associer, à la fois le toucher, la vision et l'audition. Un exemple, hem, vous êtes en train de cuisiner, vous avez une casserole d'eau bouillante à côté de vous et tout d'un coup, vous touchez la casserole et vous vous brûlez. Votre cerveau ne va pas simplement remonter l'information, de la chaleur, donc du toucher à votre conscience. Il va intégrer aussi le bruit, donc le fait qu'il y a un bruit d'eau qui bout et il va aussi intégrer, l'information visuelle, le fait qu'il y ait une casserole avec de la vapeur qui s'en échappe. Donc le lobe pariétal, il va vraiment s'occuper de ça. Il va s'occuper d'intégrer tout ça pour générer une scène globalisante avec tous vos sens. Alors, le lobe frontal et le lobe pariétal, ils sont, collés l'un contre l'autre et ils vont avoir, un rôle, moteur et sensoriel. On va, relever 2 petits sous-cortex, le cortex somatomoteur et le cortex somatosensoriel. Ils se trouvent tous les 2 de part et d'autre du sillon central que l'on a vu, donc l'espèce de bourrelet qui sépare les 2 parties du cerveau. Le cortex somatomoteur, qui est, donc,
proche du lobe pariétal, mais qui se trouve dans le lobe frontal. Il va s'occuper du contrôle visuomoteur et des mouvements. Donc, c'est le visiomoteur, c'est le fait de pouvoir bouger ses yeux pour suivre du regard un objet, par exemple. Et les mouvements, bah, vous savez bien ce que c'est bouger le bras, la jambe, et cetera. Le cortex somatosensoriel, lui, il va réceptionner, les informations sensorielles directement, donc le toucher, la vision et l'audition. Donc vous voyez qu'ici, on précise déjà un petit peu le lieu, dans lequel ces fonctions, sont attribuées. Le lobe temporal. En fait, les lobes temporaux, parce qu'il y a 2 côtés à un cerveau, donc vous avez le lobe temporal droit et le lobe temporal gauche. On va pas, spécifier dans cette vidéo quelles sont les différences hémisphériques, donc entre le gauche et le droit. Ils vont, bien sûr être spécialisés. Le lobe temporal gauche va être spécialisé un peu plus dans un domaine et le droit dans un autre, mais on abordera ça dans une vidéo future afin de ne pas trop complexifier ce cours. Les lobes temporaux, ils sont impliqués dans le traitement de l'information auditive et dans la compréhension du langage. Ils vont aussi également jouer un rôle dans les processus de mémoire à court et à long terme. Ils vont aussi être importants, au niveau de la reconnaissance des objets et des visages. Donc ils sont bien sûr spécialisés hémisphériques, mais ça on verra ça plus tard. Alors, quelle est la différence entre le cortex visuel du lobe pariétal et la partie du lobe temporal qui s'occupe de la reconnaissance des objets? Si le lobe pariétal, il s'occupe de la réception, brute des informations sensorielles, le lobe temporal, lui, il va, stocker toutes les catégories d'objets et de visages que vous connaissez. Donc ça veut dire que vos informations, sensorielles vont arriver au lobe temporal pour que celui-ci catégorise tous les objets qu'il semble, localiser dans les informations, brutes, ou en tout cas pré-traitées par le lobe pariétal. On va le voir aussi pour le lobe, occipital pour ce qui est de la vision. Le lobe temporal, il va être, donc impliqué dans la mémoire. Ce n'est pas étonnant, hein, donc si le lobe temporal vous aide à reconnaître des objets, c'est des objets que vous avez mémorisés. Donc on verra aussi où se trouve, exactement la mémoire catégorielle notamment, mais ça sera pour des vidéos futures. Alors, les lobes, temporaux peuvent être, séparés en 3 parties distinctes parce qu'ils sont également séparés par 2 sillons, donc 2 espèces de bourrelets également. Donc on va différencier le lobe temporal supérieur, le lobe temporal intermédiaire et le lobe temporal inférieur. Vous pouvez voir, sur cette image le lobe temporal en bleu avec les 3 parties différentes. Si on regarde, le lobe temporal supérieur, vous allez voir 2 zones, une en orange et une en rouge. Ce sont, les cortex auditifs primaires et secondaires. Les cortex auditifs primaires et secondaires, ils vont être responsables du traitement du son. On va recevoir le son depuis d'autres organes qu'on verra dans de prochaines vidéos. Le cortex auditif primaire va être chargé de traiter l'information auditive de base. Vraiment on va dire de prendre le signal sonore et de tout doucement commencer à le structurer pour pouvoir un peu comprendre, tiens, est-ce que le signal dure longtemps? Quelle est la fréquence? Et tout doucement, un petit peu, on va dire, trouver des patterns dans le signal sonore. Le cortex auditif secondaire, lui, il va faire un traitement un peu plus complexe où tout doucement, il va commencer à essayer de mettre un peu du sens derrière les pré-traitements qui ont été faits par le cortex auditif pour essayer un petit peu de contextualiser le son, de voir, de savoir d'où il vient, d'essayer de le spatialiser, et cetera. Donc là, on n'est pas encore vraiment dans la compréhension du langage, par exemple. On est simplement dans du pré-traitement de signal sonore. On verra, plus tard dans ce cours, quand on abordera le langage, qu'il existe 2 autres aires, l'aire de Wernicke et l'aire de Broca notamment, qui sont, impliquées, dans le langage directement. Mais du coup, il faut bien retenir que son et langage, ce sont 2 choses différentes. Alors le lobe occipital, lui,
c'est vraiment le centre visuel du cerveau. Son sa fonction, ça va être de traiter l'image pour, reconnaître les orientations globales, les contours des objets, les différentes couleurs et les formes, qui sont dans le champ de vision. Donc il va vraiment faire un traitement de l'image pour, repérer les grandes caractéristiques et les différentes entités qui y sont présentes, ainsi que leur positionnement, sans pour autant catégoriser les objets ou comprendre de ce qu'il s'agit exactement, en fait. Donc, le lobe pariétal, il fait vraiment une interprétation assez grossière et générale des signaux visuels qui lui sont envoyés. Il faut bien prendre en compte que le lobe occipital, il fait qu'un traitement de base et ensuite il envoie les informations vers d'autres lobes. Il va envoyer notamment les informations vers le cortex, somatomoteur qu'on a vu juste avant, pour que, notamment on soit capable de suivre les différents objets qu'il a repérés du regard, même si on n'a pas encore compris de quoi il s'agit exactement. Et il va également envoyer, via la voie dorsale que l'on voit sur ce schéma, les informations au lobe pariétal pour que le lobe pariétal fasse la fameuse intégration globale des sens qu'on a vu juste avant. Donc la voie dorsale, ça va vraiment être la voie qui va servir, à notre cerveau pour comprendre où sont les objets et pour les suivre du regard. La voie ventrale, elle, va servir donc, la voie ventrale, c'est aussi une connexion neuronale, comme la voie dorsale, mais elle va aller vers le lobe temporal et vous vous rappelez, le lobe temporal, il est responsable notamment de la mémoire et de la mémoire catégorielle. Donc, on va envoyer le lobe occipital va envoyer les informations par la voie ventrale vers le lobe temporal et c'est le lobe temporal qui va se charger de prendre les différents contours et les différents objets que le lobe occipital a repérés pour lui et de déterminer de s'il s'agit d'une balle de foot, d'une balle de basket qui arrive droit vers lui, ou s'il s'agit, d'une balle en mousse ou autre. Donc la voie dorsale, ça va vraiment être, la voie de la position, de la direction de l'objet, alors que la voie ventrale, ça va être la catégorisation de l'objet. De quoi s'agit-il exactement comme objet qui se déplace sur, la scène visuelle? Donc la voie dorsale, c'est vraiment la localisation et la préparation à l'action, ainsi que le contrôle visuel, alors que la voie ventrale, c'est vraiment l'identification et la comparaison des objets. Alors, il existe 2 autres, parties du cortex dont je ne vous ai pas parlé, je ne les ai pas mentionnées, jusque-là pour ne pas trop complexifier. Mais il existe, en dessous, légèrement en dessous du cortex, heu, au niveau du sillon latéral, partie du cerveau qu'on appelle le cortex insulaire ou la sula. On peut le considérer comme, un cortex à part entière, même si certains chercheurs disent qu'il fait partie du lobe temporal. Voilà, c'est pas très important. L'insula donc, il se trouve, pas totalement au centre du cerveau, il va se retrouver entre le cortex qui est externe et le système limbique qui est vraiment la boule centrale du cerveau. Donc il est, on va dire, à mi-chemin entre l'intérieur et la périphérie. L'insula, il est important également. Il va être impliqué dans tout ce qui est la conscience corporelle et la coordination. Il va avoir un rôle prémoteur, et notamment pour la production du langage. Donc l'insula, il va vraiment servir en fait à avoir conscience, de notre corps, de l'espace que notre corps prend, et de notre schéma corporel, à savoir qu'on peut bouger les mains, les bras et cetera. Il va aussi avoir un rôle, donc d'homéostasie, par rapport au système nerveux sympathique et parasympathique, qu'on a vu tout à l'heure. Donc il va interagir avec ces systèmes-là pour nous mettre dans un état de stress ou au contraire pour nous calmer. Il va être aussi, responsable pour l'introception, c'est-à-dire la capacité qu'a un être humain de comprendre s'il a faim ou soif, par exemple. L'insula, il est, de façon plus générale, responsable pour la métacognition, c'est-à-dire la capacité qu'un autre qu'un un être humain
à d'être, conscient de lui-même et de ses propres états mentaux. C'est comme ça qu'on est capable de dire qu'on est fâché, on est capable d'avoir du recul sur soi-même, de comprendre qu'on est fatigué et cetera et cetera. Il va être aussi responsable pour, le dégoût par les odeurs, le dégoût quand on voit des images de sang, de mutilation ou d'injection. Donc l'insula, c'est cette partie-là du cerveau qui fait que tu es dégoûté quand tu marches dans une crotte de chien et que tu comprends que ta semelle, elle pue. Il va être également, important au niveau de la cognition, la réflexion, des interactions sociales et notamment du sentiment de violation d'une norme. Quand tu as fait une bêtise et que tu te rends compte par après que tu as mal fait, ou si tu as fait un excès de vitesse et que tout d'un coup tu te rends compte que tu t'es fait flasher et que tu viens de briser une règle, c'est l'insula qui va, être chargé de s'occuper de cette fonction-là. Donc, on voit que l'insula, il a beaucoup de fonctions un petit peu différentes, ce qui est pas étonnant puisqu'il se retrouve entre le système limbique et le système, le, le cortex, d'un point de vue plus périphérique, donc il est un peu à mi-chemin entre le centre et l'extérieur du cerveau. Donc il est également, impliqué dans la régulation, émotionnelle, hein, comme on l'a vu, étant donné qu'il sert à la métacognition et à la reconnaissance de ses propres états mentaux, ça reste logique. Un petit, fun fact à propos de l'insula, c'est qu'il a, des liens avec la dépendance, notamment, les dépendances, en drogue et la dépendance à la cigarette. Et il y a déjà eu des cas cliniques avec des personnes qui étaient dépendantes depuis des années, à des drogues ou à la cigarette, qui ont été blessées au niveau de l'insula et du jour au lendemain, leur dépendance s'arrêtait. Voilà, voilà. Et le dernier cortex, caché, que je vous avais caché en tout cas, c'est le cortex singulaire. Le cortex singulaire, c'est un peu comme l'insula, et pas totalement dans le système limbique, qu'on voit au centre de l'image. Ici, c'est une image en coupe, comme si on avait découpé le cerveau de la personne entre ses 2 yeux dans le sens de la longueur, donc on voit vraiment l'intérieur du cerveau. Donc le cortex singulaire, il est, comme l'insula, à mi-chemin entre le système limbique et le cortex périphérique, les différents lobes. Mais par contre, lui, il va pas être sur les côtés, il va être sur le dessus. On peut le diviser en 2 parties. La partie à l'avant de la tête qui est le cortex singulaire antérieur et la partie plus à l'arrière qui est le cortex singulaire postérieur. Le rôle du cortex, singulaire antérieur donc à l'avant, c'est, notamment, de s'occuper, de régler des fonctions autonomes comme le rythme cardiaque, la pression artérielle. Il va aussi être, impliqué dans l'anticipation de la récompense. Par exemple, si vous étudiez dur, c'est parce que vous anticipez qu'une fois que vous aurez réussi votre examen, vous allez avoir des bonnes notes et que vous allez être félicité par vos parents et que ça vous permettra d'avoir le job qui vous intéresse, et cetera, et cetera. Donc il est quand même aussi, un peu moins spécialisé. On voit qu'on est entre les on est à mi-chemin dans le cerveau. Il va aussi avoir, un impact sur la cognition, sur la prise de décision, sur l'empathie aussi et les émotions et sur la perception de la douleur. Autre chose à propos du cortex singulaire, c'est qu'il va être, actif dans la détection, pardon, des informations conflictuelles et dans la dissonance cognitive. On peut analyser ça par rapport, au test de Stroop, par exemple. Le test de Stroop, c'est simplement, des mots colorés. On va, par exemple, avoir le mot rouge qui est coloré en vert. Donc il y a des informations conflictuelles, on aurait vite tendance à se tromper et à lire le mot vert parce qu'on voit la couleur verte, alors que le mot dire, c'est bien le mot rouge. Donc c'est écrit rouge, mais rouge est écrit en vert. Et en fait, le cortex singulaire antérieur, il va être, responsable aussi quand vous faites une erreur, par exemple. Si vous vous êtes trompé, c'est lui qui va traiter le fait qu'il repère qu'il y a des informations, qui sont conflictuelles, qui ne matchent pas ensemble et c'est là que vous allez comprendre que vous avez fait une erreur. Donc c'est vraiment une partie, très importante dans le cerveau. Il va vraiment pouvoir capter quand les choses ne matchent pas ensemble et qu'il y a un problème. Par exemple, si, si une personne a l'air d'être très sympathique avec vous
mais que vous repérez sur, son visage qu'elle a des expressions qui montrent qu'en fait, c'est une faux cul et qu'elle fait semblant qu'elle ne vous apprécie pas, et ben, c'est le cortex singulaire antérieur qui va analyser les informations et comprendre qu'il y a une différence entre les paroles de la personne et son comportement, et sa communication non verbale, par exemple. Alors, le cortex, singulaire postérieur, lui, il va s'occuper, de tout ce qui est, orientation topographique, par exemple. Donc, votre capacité à vous repérer sur une carte ou à vous repérer dans l'environnement de façon plus large. Pas juste votre schéma corporel ici, c'est vraiment, votre point géographique, dans une zone. Il va notamment être activé, lors de rappels bibliographiques et de visages familiers, donc, il va avoir un rôle dès qu'on vous parle de votre enfance, de qui vous êtes, de votre histoire, dès que vous allez voir des visages que vous reconnaissez, donc vous vous rendez bien compte que dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, avec des personnes qui ne reconnaissent plus leurs proches, ça signifie que la démence aura attaqué cette partie-là du cerveau en particulier. On verra ça plus tard. Il est aussi impliqué dans la conscience personnelle. Vraiment, je j'insiste là-dessus, c'est la conscience de qui on est, de où on vient, de où on a grandi, donc c'est vraiment toutes ces choses-là. Alors, on a vu une vision assez simpliste, du cortex, mais il est tout à fait possible de descendre beaucoup plus, dans les détails et d'augmenter la résolution, et les séparations qu'on fait dans le cerveau. Là, on a simplement séparé en cortex frontal, cortex pariétal, c'est des grossières séparations. Monsieur Brodmann que l'on voit ici, qui est un neurologue, allemand, a vers, la fin des années 1800 fait un plan du cerveau, descriptif en fonction de la cytoarchitecture du cerveau, notamment au microscope et en utilisant des colorants comme on l'avait vu avec, Golgi et Raymond Cajal qui avaient, décrit le premier neurone. En fait, Brodmann, il va décrire 52 aires différentes. Donc vous voyez, nous, on en a décrit, 5 de surface et 2 cortex, semi-enfouis. Brodmann, il va, en étudiant, la cytoarchitecture, définir 52 aires différentes. Donc vous voyez qu'on est capable maintenant d'analyser le cerveau dans un plus grand détail, avec beaucoup plus de détails et le séparer en zones beaucoup plus petites, pour décrire de façon indépendante toutes les fonctions qu'elles ont. Qu'est-ce que c'est exactement que la cytoarchitecture? En fait, monsieur Brodmann, il va analyser les cellules neuronales, notamment le type de neurones qu'il y a dans chaque aire, la direction, des connexions neuronales, et cetera, le type de synapses qui sont présentes pour définir ces aires. Donc il va vraiment analyser les différences neurobiologiques et grâce à ça, séparer toutes les parties du cerveau et les catégoriser en fonction de leur similarité, neurobiologique. Alors à l'heure actuelle, avec la recherche, on a augmenté le nombre d'aires encore parce que voilà, mais, en neuropsychologie, souvent, on utilise encore la distinction que monsieur Brodmann a fait. On va pas beaucoup rentrer, dans les détails sur les aires de Brodmann tout de suite, mais on les abordera un petit peu quand on va approfondir, ce cours de neuropsychologie et notamment quand on verra les neuropsychopathologies. Vous voyez ici un schéma des aires de Brodmann, hein, donc il a vraiment, été dans le détail. Vous voyez qu'il a annoté le cerveau, de façon différente en mettant des petits pointillés ou des sortes de traits comme ça. Et ça représente vraiment pour lui à chaque fois une différence dans la façon dont les cellules sont, structurées, interconnectées, quel type de cellules, quel type de communication qui est entre les cellules. On va aborder tout ça dans le prochain cours, parce que le prochain cours, portera sur la neurologie cellulaire. Donc on va vraiment plonger dans le détail des cellules qui composent notre cerveau. On va voir les neurones, on va voir la structure d'un neurone, comment est-ce qu'il fait exactement pour communiquer avec d'autres neurones et pour créer, des réseaux de neurones qui sont interconnectés. On va voir les gliocytes qui supportent les neurones, qui les nourrissent et qui ont, une grosse importance, également. Donc ça va vraiment nous permettre
de poser les bases pour voir le système limbique, parce que dans le système limbique, on va voir qu'il y a différents types de structures aussi. Et donc pour pouvoir, plonger plus dans le détail dans ce cours de neuropsychologie, il faut faire un tour vers la neurologie cellulaire pour que vous compreniez bien, dans le détail au niveau, microscopique, ce qu'il se passe dans notre cerveau. Alors encore une fois, je vous remercie d'avoir, regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à liker. Ça m'aide beaucoup parce que l'air de rien, préparer ces vidéos, ça demande des heures et des heures de travail. Voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut.